Catherine Pellicano, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à faire du caramel? Bien, c'est une recette familiale. Donc, ça a commencé, ça fait plusieurs années. Une de mes cousines m'a remis la recette de caramel que j'ai éventuellement présentée aux propriétaires chez Al Dente à Baie-Saint-Paul. Et puis, elles sont tombées en amour avec le caramel. Et j'ai commencé à confectionner pour Al Dente, ça fait déjà 8 ans. De fil en aiguille, il y a eu un bel engouement pour le caramel et puis j'ai élaboré 4 différentes sortes qui se sont vendues durant les dernières années chez Al Dente. Oui, voilà. Absolument. OK. Merci beaucoup. Écoute, merci. Les 4 saveurs, quelles sont-elles? Bien, en fait, la recette de base qui m'a été remise, c'est vraiment un caramel de base légèrement salé. Ensuite, vu qu'il y a un bon engouement pour le sel de mer, j'ai élaboré une recette plus salée, donc au sel de mer. Et éventuellement, bien, comme j'adore la cardamome, j'ai décidé d'en mettre à l'intérieur de la recette. Et puis finalement, pour les goûts plus chocolatés, j'ai fait une version cacao. La cardamone, c'est une épice, ça? Parce que moi, je connais rien en cuisine. Oui, c'est une épice qui est beaucoup utilisée en cuisine indienne, notamment dans le chai, qu'on connaît bien, mais aussi dans plusieurs tagines, on l'utilise beaucoup. Ah oui, je l'ai bien senti. Oui, c'est ça, la cardamome, je la mousse sur mortier. Hein? Donc, il y a des bouchées qui sont plus goûteuses que d'autres. Moi, depuis l'année passée, je me suis partie indépendamment d'Al Dente. Donc, j'ai fondé mon entreprise complètement caramel. Et puis, j'ai fait quelques petits marchés par-ci, par-là. Et je me suis associée un petit peu avec une bonne amie à moi qui est Valérie Leblond du Jardin des Chefs, qui fait entre autres des mini-légumes qu'elle vend dans différents hôtels, restaurants. Et son produit qu'elle commercialise à l'année, c'est le piment Goria. Donc, j'avais déjà fait des tests au préalable avec le piment Goria, le caramel. Il y avait eu un bel engouement, mais là, j'ai élaboré une nouvelle recette qui est plus savoureuse, plus onctueuse. Et puis, donc, j'ai fait un caramel au piment Goria qui est disponible dès maintenant au marché. Donc, ce caramel-là est un petit peu moins liquide. Étant donné l'infusion du piment, ça a utilisé la gélatine du piment et ça fait un caramel qui est un petit peu plus dense, je dirais. Donc, c'est votre ami qui cultive le piment en question? Oui, le piment est cultivé aux éboulements. Donc, le piment Goria, c'est la même variété que le piment qui pousse à Espelette, le piment type Espelette. Mais comme il est cultivé ici au Québec, on ne peut pas l'appeler Espelette. On l'appelle donc Goria, qui est sa variété. Il était moins goûteux que l'autre tantôt. Lui, il goûte plus le caramel que le piment. Puis tantôt, ça goûtait plus le piment que le caramel. C'est sûr qu'à chaque fois, si vous avez un petit morceau de piment, ça va être un petit peu plus piquant. C'est-tu un piment qui est très piquant? Il n'est pas très piquant. On l'apparente beaucoup au poivre noir. Il est surtout savoureux. Il ouvre les papilles gustatives, donc idéal dans les marinades. Donc maintenant qu'il est infusé dans le caramel, il a donné toute sa saveur. Et là, c'est un nouveau produit. Est-ce que vous avez eu des réactions jusqu'ici? Je l'ai fait goûter un petit peu. Les gens aiment beaucoup. Les gens qui connaissent le piment s'attendent à avoir une saveur qui explose en bouche après l'avoir goûté. C'est pas instantané. Donc, j'ai des belles réponses. Voici. Étant donné le contraste de ce cacao extra pur, mentholé de la cardamome. Moi, j'adore ça avec des... J'aimerais savoir, pour un néophyte, le caramel, on fait ça comment? Bien, ça prend beaucoup de beurre. Dans ma recette, c'est vraiment une recette qui est à partir de beurre. Évidemment, ça prend du sucre. On y rajoute un sirop, que ce soit du sirop d'érable. Dans mon cas, c'est du sirop de maïs. Et puis, beaucoup, beaucoup d'amour. Puis on met ça au feu, puis ça se mélange. Puis on porte ça à ébullition longtemps? Non, c'est pas très long à faire. Vraiment, ça prend quelques minutes. Il s'agit d'avoir une belle ébullition, de laisser évaporer un petit peu les liquides en ajoutant les saveurs, que ce soit la cardamome, que ce soit le sel de mer et maintenant le Goria. Mais ça prend quelques minutes. C'est vous qui faites le caramel.
c'est pas fait de manière industrielle, n'est-ce pas? Non, vraiment pas. En fait, tout est fait manuellement. Je suis la seule dans l'entreprise, donc je pars du lavage des pots jusqu'à l'empotage, l'étiquetage. Donc, tout est fait un pot à la fois et scellé un à la fois et étiqueté un à la fois. Le fait de faire ça de cette manière-là, de manière artisanale, est-ce que ça change le goût selon vous? Bien, j'ose y croire. J'espère bien. Puis je pense que les gens sont contents aussi de pouvoir mettre un visage sur complètement caramel, de ne pas penser que c'est fait en industrie. Mais en même temps, il faut y goûter. Vous allez être convaincus. D'ailleurs, lorsqu'on y goûte, est-ce que c'est un caramel qui est très onctueux ou puis est-ce qu'il colle aux dents? Comment il se réagit? J'ai essayé d'en faire qui collait aux dents, j'ai pas réussi encore. Mais non, c'est effectivement un caramel qui est vraiment onctueux. Il fond dans la bouche. On peut le mettre sur les crêpes, il se liquéfie. On peut en mettre sur la crème glacée, là, il devient un peu plus collant, il reste plus longtemps en bouche. Mais c'est un caramel qui est très onctueux. Votre entreprise, c'est assez récent finalement. Quand est-ce que vous l'avez fondée? Bien, j'ai commencé en juillet 2018, donc ça fait un peu plus d'un an. Je suis vraiment à mes débuts, mais comme le caramel avait déjà une belle renommée avec Al Dente, je peux vous dire que j'avais déjà un très, très bel envol grâce à cette entreprise qui est Al Dente à Baie-Saint-Paul. D'ailleurs, c'est toujours là que je le fabrique. Est-ce qu'on vise l'expansion pour cette entreprise-là? Est-ce qu'on a des points de vente à part le marché ici? Bien oui, je suis un petit peu partout au Québec. Puis oui, d'ailleurs, je vais avoir des nouveaux points de vente dans l'Outaouais tout prochainement. Je suis super contente. Moi, c'est sûr que je vise à grandir. J'aimerais en vivre éventuellement. Par contre, je ne veux pas changer la nature de l'entreprise, qui est vraiment de connaître ses partenaires, de connaître ses détaillants, puis de toujours garder un bon contact avec le public. Ah ben oui, certainement. La boutique principale, elle est où? Bien, en fait, comme je fabrique chez Al Dente, j'aurais le goût de vous dire que c'est pas mal là que ça se passe. On peut se présenter à Al Dente et acheter de vos produits? Tout à fait, toujours, tous les jours de 10h à 18h. Les points de vente, vous avez parlé de l'Outaouais, mais y en a-tu proche, à part Al Dente, y en a-tu d'autres dans la région? Oui, bien, dans Chacun son pain est un très bon partenaire. La cidrerie Verger-Pedneau avec tous ses points de vente dans la région, puis même jusqu'à Québec. Écoutez, j'ai la fromagerie Saint-Fidèle qui est plus à l'est. À Montréal, j'ai les frigos de Bacchus qui sont sur la 9e avenue, qui est une super belle entreprise de bière, de microbrasserie artisanale et plein de produits du Québec. Je suis sur la rive sud aussi de Montréal, Épices et tout à Longueuil, la ferme Guyon. Qui est plus au sud un petit peu. Et puis ben là, j'essaie de trouver des points de vente plus dans le nord de l'île de Montréal, Laval et compagnie. Bien, on vous dit félicitations pour tout votre travail et vos produits et bonne continuité. Merci beaucoup. Avec un couple d'artistes, Mireille Godet, artisane céramiste, et Alias, artiste peintre, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce projet d'art et de famille en même temps? En fait, on s'est rencontrés dans une école de métiers d'art à Québec, sur la rue Charret, sur le boulevard Charret à Québec. Et puis, depuis ce temps-là, on fait des partage. enfants où on fait de la poterie et de la peinture. Et vous vous êtes installé dans la région ici? Oui, on s'est installé, ça fait maintenant 4 ans ici à Baie-Saint-Paul. Et puis, sur la rue Saint-Joseph, un super endroit, une des plus vieilles rues ici à Baie-Saint-Paul, un bel endroit bucolique, champêtre. Et vous avez une boutique atelier, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, on peut nous voir travailler sur place. Et puis, on a un petit côté boutique où ce que les produits terminés, finis, on présente nos produits là-bas. Les gens peuvent acheter sur place et nous voir travailler aussi. Alors, commençons avec les produits. Commençons avec la céramique. Mireille, vous êtes céramiste. Bien, en fait, moi, j'aime beaucoup travailler à faire des petits pots pincés. Donc, c'est beaucoup des pièces organiques, puis des pièces uniques avec des textures aux couleurs de Charlevoix, de la mer et la terre. Donc, j'utilise le façonnage avec des empreintes de tissu, le pot pincé ou le tournage pour des petits gobelets, prendre des cafés, des thés.
vous avez dit pour les gobelets, c'est le tournage. Ça, tout le monde est habitué de voir ça. Ça tourne, puis comment qu'on fait C'est vraiment avec... ça va tourner, puis c'est vraiment en perçant avec les doigts, puis il faut monter la paroi doucement pour faire la forme désirée. Mais vous avez d'autres techniques aussi qu'on connaît moins. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Mais c'est ça, le façonnage. Je vais faire comme si je faisais une tarte, en fait, et puis rouler un morceau de tissu sous mon argile, enlever le tissu, donc les empreintes vont rester dans l'argile. Je vais mettre ça sur un rond de bosse pour faire la forme, cuire une première fois, émailler, recuire une deuxième fois, et puis la magie s'opère à la deuxième cuisson. Alors l'empreinte, elle est ici. En fait, elle est partout. Bien, elle est partout, dans le fond. C'est juste la glaçure que je suis allée appliquer sur la fleur ici, là. Qu'est-ce qui fait le changement de couleur ici? C'est vraiment le mixage des deux glaçures qui vont se fondre ensemble. Même chose ici, exact. Sur le linge, il y avait la fleur. Oui, exact. Et ça, c'est la technique peau pincée. Peau pincée. Exact. Je vais partir avec une balle et puis percer avec mon doigt et puis aller pincer là, la pièce comme ça là, pour ici, donner là, la forme. Et c'est pour ça qu'on voit un peu l'effet des doigts ici. On voit le travail, les formes irrégulières qui rappellent une fleur, un champignon. Aucun tournage ici? Non, il n'y a pas de tournage. Entièrement avec les doigts. Exact. D'où le côté... brut un peu. Brut, naturel. Exact. Vous avez dit organique à cause que des motifs végétaux un peu? C'est végétal, mais c'est les formes aussi qui peuvent ressembler de coquillages, de roches, de champignons. C'est croche un peu, c'est voulu. Ça représente la nature, là. C'est pas parfait, c'est pas... Exactement. La céramique et la terre cuite, c'est la même chose en passant? Exact. Puis dans votre cas, à vous, y a-t-il un type de céramique précis que vous utilisez? Bien, c'est de la semi-porcelaine qui cuit à haute température quand même pour être résistant à la chaleur. Après l'avoir façonné, on cuit la céramique. Pour quelle raison on fait ça? Bien, c'est vraiment pour tenir la forme de la pièce, pour ensuite la mettre dans une glaçure qui est comme une genre de pâte à crêpes. Donc, il faut qu'elle soit cuite une première fois pour résister au trempage de glaçure. Bon, il y a les pots, il y a les assiettes aussi? Oui, des assiettes de présentation ou des trucs décoratifs aussi. Là. On peut manger dedans, mais on peut aussi l'utiliser pour mettre sur une table, mettre des fruits ou même des bijoux si on veut. Vous aimez travailler avec vos mains? Oui, exact. J'ai pas le choix. C'est mon métier, ça se passe qu'avec mes mains ou presque. Là. C'est ça qui vous allume un peu dans la céramique? Oui, c'est le contact avec la matière et le résultat final par la suite. Là. Est-ce que c'est une matière qui est difficile à travailler? Bien, elle a certaines complexités, oui. Elle peut être têtue des fois. Si elle veut craquer, elle va craquer. Ça dépend. Il y a beaucoup de gestion, séchage, il y a beaucoup d'étapes dans la céramique. C'est un travail avec plusieurs étapes pour arriver au résultat final. Là. Mais c'est ce que j'aime aussi. Et à la fin, on est fiers du résultat? La plupart du temps, il y a souvent des pertes, mais on réussit à sortir des belles pièces quand même. Les gens qui font ça, déposer directement le tableau. Ou sinon, moi, ce que je fais, là, j'ai directement sur le cadre. Alias, pour vous, la peinture, on est dans un autre monde complètement? Oui, un monde souvent onirique. Je pars jamais avec une idée préconçue avant de commencer un tableau. Alors, c'est ça, ça vient un dialogue entre moi et le tableau. Et puis, c'est ça, c'est une expérience incroyable en dehors de l'espace-temps. Première chose qui nous frappe, c'est la diversité des techniques sur un même tableau. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. J'ai mon petit coffre à outils avec plein de techniques différentes. Et puis, c'est ça, le tableau me parle, alors je vais travailler avec, que ce soit au niveau de l'acrylique, aérosol, dessin, collage aussi. Je tripe bien gros faire du collage à ce temps-là. Alors, ouais, c'est une combinaison de beaucoup de techniques. Aérosol, on parle comme des graffitis, ça? Oui, exact. Aérosol, je m'en sers quand même assez souvent, encore avec des tissus aussi, un peu comme ma copine. Je vais shooter à travers le tissu, ça va laisser l'empreinte justement du tissu sur la pièce.
Vous faites aussi des peintures sur bois également. Oui, c'est principalement sur bois. Je vais récupérer des surfaces que des gens vont me donner et puis à partir de là, je travaille mon tableau. Pour le support papier, j'ai lu que c'était un papier spécial Strathmore, ça se peut-tu? Oui, c'est un papier Strathmore qui est sans acide, pressé à froid. Alors, c'est une belle qualité de papier que j'utilise, bien texturé. Alors, c'est bien plaisant à travailler. Il y a une peinture qui s'appelle Le Roi de Sony avec un oiseau. Et la technique de l'enfumage à la chandelle, qu'est-ce que c'est? L'enfumage à la chandelle, comme ça le dit, je prends une chandelle et je vais enfumer ma pièce, mon tableau, pour ensuite mettre un fixatif dessus et puis ça va garder justement la fumée intacte sur mon tableau. Et c'est ça, je me sers de la fumée pour donner des effets et puis même pour créer des personnages avec la fumée aussi. Ce qui nous frappe dans votre œuvre, c'est la liberté qu'on peut y voir. Vous êtes très libre comme artiste, dans le fond? Oui, en tant qu'humain aussi, j'essaie d'être le plus libre possible, libre de mon temps, libre des préoccupations matérielles aussi. Je trouve qu'on vit dans une société où c'est ça, les préoccupations matérielles sont vraiment présentes. Alors, c'est ça, j'essaie d'être le plus libre possible aussi dans mon travail. C'est une liberté qui transparaît, je pense, dans mon travail aussi. La boutique, c'est une boutique atelier, donc on peut vous voir en action, en train de travailler. Oui, effectivement, on peut venir nous voir travailler, voir Mireille avec son tournage, ou moi, parfois, je sors aussi mon chevalet et puis je travaille en direct. Les gens peuvent me poser des questions, voir un peu mon évolution, mes techniques de travail. Et les points de vente pour acheter les produits, outre la boutique, est-ce qu'il y en a? Ben oui, on est représenté par le Musée d'art contemporain ici à Baie-Saint-Paul, représenté par Twist Création aussi. Et puis à Québec, je suis représenté par Québecor dans le Petit Champlain aussi. Une belle galerie d'art à aller voir dans le Petit Champlain aussi. Parfait. Alors, il y a beaucoup de clients. On va vous laisser répondre aux clients et on vous remercie. Et bonne continuité artistique à tous les deux. Bien, merci à vous pour l'entrevue et puis salut bien. Merci. Bye. C'est assez original. Le type ce pot-là, vous avez déjà vu. Là, je ne l'ai pas présenté. Oui, c'est vraiment ces échantillons-là qui... Je suis avec Lynne Doucet, créatrice de tissage de lin. Comment est-ce que vous avez appris ce métier-là? C'est que j'ai de la facilité à travailler avec mes mains. Le tissage était-il déjà présent dans votre famille? Pas du tout, pas du tout. Donc, vous l'avez appris en autodidacte? Absolument, oui. Puis c'était agréable. Ça m'a pris environ 3 ans avant d'être capable de monter un métier en lin parfaitement au niveau de la tension. Puis ensuite de ça, bien là, ça a le filé, comme on dit. Monter un métier, est-ce que c'est vous qui montez vous-même, qui fabriquez le métier à tisser? Je fabrique pas le métier à tisser, c'est des métiers Leclerc. Je prends des métiers, ce qu'on appelle des pas à la lèvre. Puis ça prend 2 jours à monter le métier, mettre les fils sur le métier, puis ensuite de ça, on est capable de tisser. Ça doit être compliqué, il faut prendre le temps d'apprendre la technique. Oui, absolument. Mais il s'agit juste d'avoir une personne qui va nous transmettre un peu la façon de le faire. Puis ensuite de ça, c'est à nous de s'ajuster. Qu'est-ce qui vous a motivé à apprendre toute cette technique-là? C'est ma compagne Anne-Marie qui, elle, est tisserande de coton. Puis j'aimais l'histoire des marchés.
le contact avec le public. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je suis rendue à vouloir faire quelque chose ici en arrivant dans Charlevoix. Fait que j'ai choisi le tissage, mais de lin, pour faire différent de ma copine. Puis là, à ce moment-là, ben, j'ai trouvé mon créneau. Donc, vous êtes devenue tisserande et en même temps, vous êtes devenue charlevoisienne. Il y a un déménagement qui s'est produit. Absolument. Ça fait déjà 10 ans que je suis ici. Puis le tissage est venu dans Charlevoix. Parce qu'avant, vous n'étiez pas dans le tissage du tout. Non, j'étais dans un bar laitier. Fait que c'est complètement différent. C'est de la création encore, là. C'est de faire des gâteaux, faire des choses, mais c'est différent. OK, on va parler du lin maintenant. Quel genre de plante que c'est? Le lin, c'est une plante qui est éphémère, dans le sens que c'est une plante qui pousse durant l'été. Elle n'a pas besoin de vraiment beaucoup d'eau. Elle n'a pas besoin de pesticides non plus. C'est une plante qui est très belle. Elle ressemble un peu à un genre comme de marguerite, mais c'est bleu turquoise. Elle fleurit seulement une journée. Alors, la journée que ça fleurit dans le champ, c'est très beau. Puis, c'est sur une tige, ça a environ un bon 12 pouces de hauteur. Une fois que ça a fleuri, après ça, ça prend beaucoup de temps pour arriver à la fibre. Parce que lorsqu'on le cultive, on doit arracher la plante et non la couper. Puis on la laisse sécher au moins 6 semaines dans les champs. Puis ensuite de ça, là, on peut commencer à faire la transformation. La fibre, ça se trouve dans la tige. C'est en plein ça, oui. Votre lin que vous utilisez, vous, est-ce que vous savez d'où il vient? Absolument. Malheureusement, il vient d'Europe. Ici, dans Charlevoix, on était des gros producteurs de lin, mais on a arrêté parce que, j'imagine, c'est le temps qui manque, mais parce que le procédé est quand même assez long. Mais maintenant, les gens, soit qui en cultivent pour eux, mais j'en ai pas trouvé encore au Québec. Les producteurs de lin à grande échelle, il n'y en a pas beaucoup. Non. Même il n'y en a pas en région. Moi, j'ai pas trouvé encore. Si jamais vous trouvez, vous me le dites. On va parler des produits maintenant. Vous faites des lingettes, je vois des foulards. Qu'est-ce qu'on fait, la gamme des produits? J'aime bien faire la création des châles et des foulards. Au niveau des linges à vaisselle, c'est plus du traditionnel, tandis que quand je m'en vais dans les châles et les foulards, là, c'est vraiment plus de la création. Linge à vaisselle. Je trouve ça important d'avoir un linge à vaisselle 100% lin dans une cuisine parce que c'est une fibre qui est vraiment très absorbante, qui ne laisse pas de charpie. Puis également, c'est une fibre qui ne garde pas les bactéries, ce qui est très important. Lorsqu'elle est mouillée, disons si on le mouille, disons qu'on a une petite guenille de cuisine, à ce moment-là, elle ne sentira jamais mauvaise. C'est pour ça qu'on dit que c'est une des lingettes antibactériennes. Oui, c'est en plein ça. Et c'est très pratique en cuisine parce que c'est le principal problème de nos torchons, là, c'est qu'ils sont pleins de microbes. Oui, en plein ça. Puis en plus, moi, j'aime bien m'en servir comme des linges à vaisselle. Je m'en sers aussi pour essuyer les miroirs et les fenêtres parce qu'on ne veut pas avoir de charpie. Puis on ne veut pas perdre de temps. C'est la fibre qui est la plus efficace. On a aussi des napperons. Sur votre site web, on dit chemin de table. C'est-tu la même chose? Chemin de table, c'est vraiment pour mettre dans le milieu d'une table, tandis que les napperons, c'est vraiment pour s'installer dessus pour pouvoir manger. Alors, on a chemin de table, on a napperon, on a des nappes. Pas vraiment des nappes, parce que ça prend, disons, plus de proportions au niveau métier à tisser. Mes métiers, le plus large que j'ai 45 pouces. Alors, parlons-en de la fabrication. Ça a l'air d'être un travail de moine, un travail très absorbant. C'est un travail qu'il faut être passionné, je crois, mais il faut être capable aussi de dire c'est un travail qui est lent, qui n'est pas...
C'est pas, disons, de la couture que ça va vite, 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 vite. L'entretien du lin, une fois que c'est taché, comment qu'on le lave? Est-ce que ça va à la laveuse, à l'eau froide, à l'eau chaude? OK. Pour l'entretien, c'est comme les autres fibres. Je conseille beaucoup le savon du pays ou le savon de Marseille pour enlever les taches. Puis ensuite de ça, pour le lavage, c'est un entretien comme les autres vêtements, sauf pas de sécheuse. Parce que ça brise la fibre, ça va l'assécher, puis ça va la faire briser. Donc, sur la corde à linge. C'est ça. Puis le savon de pays dont vous vendez ici, c'est bien ça, le savon de pays? On frotte sur la tache. Oui, on frotte vraiment. Il faut mouiller la tache, on le frotte. Puis ensuite de ça, on l'abrie, on le laisse reposer pour 12 heures pour que l'humidité, quand je dis abrier, c'est pour garder l'humidité. Puis ensuite de ça, bien, on est prêt à laver au moment propice. Parfait, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. Merci.